l'examen clinique de la main et du poignet. Alors, le prérequis pour suivre cette capsule sera les tests cliniques du poignet. Il faudra les mettre en lien avec d'autres capsules qui seront sur la même thématique pour alimenter votre réflexion et votre apprentissage. L'objectif sera d'utiliser une démarche clinique logique que l'on retrouve donc dans les autres capsules pour appréhender de façon efficace une personne qui consulte en ostéopathie suite à un traumatisme de la main ou du poignet. Alors, l'examen clinique de la main et du poignet. Donc, l'inspection doit être comparative par rapport au côté opposé, en relevant tout signe de pathologie et en appréciant la configuration et l'aspect général anatomique. Donc, on va voir s'il y a une variation de la forme, un œdème, des kystes, une pathologie des doigts, par exemple un mallet finger, voilà. La palpation osseuse et articulaire, la palpation osseuse post-traumatique, si elle est douloureuse, sera complétée par une percussion de la zone qui, si elle réveille une douleur exquise, pourra évoquer un risque de fracture. Notamment, il faudra bien vérifier la styloïde du radius, la styloïde ulnaire, la loge de Guyon, les os du carpe, la tabatière anatomique, les métacarpiens et les articulations métacarpophalangiennes, ainsi que les phalanges. La palpation musculaire et tendineuse, donc cette palpation ne sera pas exhaustive, mais elle permet de renseigner l'examinateur sur l'état éventuellement inflammatoire des structures tendineuses, ainsi que sur les différences de tonus musculaire. Les tendons du pouce, le muscle adducteur du pouce. On va avoir aussi les fléchisseurs et les extenseurs, l'extenseur radial du carpe, le fléchisseur et l'extenseur ulnaire du carpe, les tendons des muscles extenseurs. L'examen à visée neurologique et vasculaire, ça va concerner en fait la palpation des pouls qui peut être nécessaire en cas de suspicion d'une luxation articulaire. On s'attachera alors à palper les pouls locaux et distaux, le pouls radial qu'on peut avoir pour rappel en face ventrale du radius ou dans la tabatière anatomique, ou le pouls ulnaire qu'on pourra aussi avoir au niveau du poignet côté ulnaire. L'examen neurologique peut être intéressant dans certains cas, mais il est abondamment déjà explicité pour cette région-là dans une capsule spécifique sur l'examen neurologique périphérique. Le testing musculaire, n'ont pas décrire tous les tests musculaires, mais évoquer simplement les groupes de mouvements qui intéresseront notre investigation et qui permettront, si le test est positif, de préciser ensuite le ou les muscles atteints. Donc on va faire une flexion-extension du poignet, une inclinaison donc qui sera une inclinaison radiale ou ulnaire, une pronation-supination, un testing du pouce, tout simplement voir si on a la possibilité de venir faire une opposition des doigts avec le pouce, une flexion-extension voilà, des métacarpophalangiennes et des doigts, et un écartement, rapprochement au niveau des doigts. Les tests cliniques qui sont abordés dans une autre capsule, et qui est donc à connaître parfaitement, seront les tests dits de télescopage, le test de latéralité pour les métacarpophalangiennes et les articulations interphalangiennes, et le signe de Tinel. Comme épreuve fonctionnelle, on peut tout simplement penser à voir si la personne est capable d'écrire, donc l'écriture, la tenue d'un stylo, comme elle peut serrer la main, fermer le poing, ouvrir une porte avec une poignée, touiller dans un bol, un verre, etc. Pour la conduite à tenir, évidemment, ça va dépendre si on est dans le cadre d'une fracture luxation ou d'entorse. La fracture-luxation, les fractures-luxations relèvent d'un traitement médical qui est souvent urgent et qui nécessite la mise en place d'examens complémentaires. Il ne relève donc pas d'une prise en charge ostéopathique de première intention. Les entorses, elles concernent les articulations radio-ulnaires inférieures et radiocarpiennes. Les os du carpe entre eux, les métacarpophalangiennes et les interphalangiennes. Dans l'absolu, 3 cas peuvent se présenter qui vont déclencher 3 attitudes thérapeutiques différentes. L'entorse bénigne, dite de stade 1, qui pourront être traitées ostéopathiquement en première intention après avoir effectué un diagnostic
d'opportunité qui pourrait être complété par d'éventuels examens complémentaires. On aura donc les entorses moyennes de stade 2, hein, où il faudra, en fonction de votre examen, juger de la nécessité d'une prise en charge ostéopathique, hein, donc mettre en place un diagnostic d'opportunité, parce que dans une majorité des cas, des examens complémentaires seront nécessaires avant d'envisager un traitement. En tout cas, dans le cadre d'entorses graves, hein, de stade 3, il faut impérativement adresser votre patient à son médecin afin que des examens complémentaires soient réalisés et ou un traitement chirurgical ou médical. L'ostéopathe pourra évidemment intervenir en deuxième intention, devra intervenir en deuxième intention après cicatrisation tissulaire et ablation de l'immobilisation. De manière plus générale, quel que soit le stade de gravité, les entorses seront souvent associées à une immobilisation, hein, attelle, etc., hein, afin de favoriser la cicatrisation des éléments périarticulaires. Rien ne vous empêche, hein, sur une entorse bénigne de stade 1, de retirer l'orthèse, évidemment, pour pouvoir traiter votre patient.